Je comptais les respirations. J'écoutais l'eau chauffer. Je pensais à rien. Puis on a frappé à la porte. 3 coups? Pas pressé. Pas hésitant. Des coups polis. Quand j'ai ouvert, j'ai vu une femme que je n'avais jamais rencontrée, et pourtant j'ai eu la sensation absurde de reconnaître son silence. Elle s'est présentée avec un nom qui n'était pas le sien. Je l'ai su immédiatement. Non parce qu'elle mentait mal, mais parce qu'elle mentait avec soin. Elle a parlé de mon oncle. Elle a parlé de livres. Elle a parlé du temps comme on parle d'un animal qu'il ne faut pas effrayer. Je l'ai laissé entrer. Ce n'était pas un choix rationnel. C'était une reconnaissance. Comme lorsqu'on reconnaît une note fausse dans une mélodie qu'on connaît trop bien. Elle s'appelait Nuillet. Je ne l'ai appris que plus tard. Elle m'a montré un livre. Le registre. Quand j'ai posé mes mains dessus, quelque chose s'est produit. Pas une vision. Pas une voix. Une sensation. Comme si le livre savait que je n'étais pas un lecteur ordinaire. Elle m'a expliqué. Lentement? Sans jamais élever la voix. Elle parlait comme on sert le thé à quelqu'un de fatigué. Pas pour impressionner. Pour aider. Elle disait que mon oncle n'était pas seulement un savant. Qu'il avait été un gardien. Que la bibliothèque n'était pas seulement un lieu. Que le temps pouvait se plier, mais jamais sans coup. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas douté. Quand on a grandi avec quelqu'un qui cache des livres derrière des cloisons et qui arrête une horloge sans raison apparente, on apprend que l'impossible est souvent mal catalogué. Elle m'a dit que j'étais une clé. Je me souviens avoir répondu quelque chose de stupide. Je ne suis qu'un marchand de thé. Elle a souri. Justement, a-t-elle dit. Les clés les plus solides ne brillent pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je lisais le registre comme on lit une lettre qu'on n'était pas censé recevoir. Je comprenais peu, mais je sentais beaucoup. Il y avait des équations que je ne comprenais pas, mais elles parlaient d'équilibre. Il y avait des notes de mon oncle, écrites à la marge, presque timides. Si quelqu'un lit ceci trop vite, qu'il referme le livre. Je me suis arrêté. Le lendemain, j'ai suivi Nuillet jusqu'à la bibliothèque. Pas comme un héros. Comme quelqu'un qui accepte enfin une dette ancienne. Quand je suis entré dans le sous-sol, j'ai senti le mur. Je ne peux pas expliquer comment. Certains objets n'ont pas besoin d'être vus pour être reconnus. Nuillet m'a demandé de poser ma main. Quand je l'ai fait, le mur a vibré. Faiblement? Comme une réponse polie. À ce moment-là, j'ai compris une chose simple et terrible. Le temps n'était pas cassé. Il était inquiet. Et mon rôle n'était pas de le réparer. Mais de lui parler calmement. Plus tard, bien plus tard, quand les hommes masqués sont arrivés, quand on a parlé de corriger l'histoire, quand on m'a proposé un avenir meilleur en échange de ma résonance, je me suis souvenu de ce moment précis. Du thé qui refroidissait. Du livre qui attendait. Du mur qui vibrait sans s'ouvrir. J'ai compris que mon oncle ne m'avait pas laissé un pouvoir. Il m'avait laissé une responsabilité lente. Et c'est peut être cela, être adulte. Savoir dire non, même quand le futur promet d'aller plus vite. Les calculs que je n'avais jamais osé publier. Je m'appelle An. Professeur de physique appliquée. Spécialiste des systèmes instables. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie serait une suite de tableaux noirs, de conférences polies et d'articles refusés pour excès de prudence. Je n'étais pas un scientifique spectaculaire. Je n'annonçais pas de révolution. Je corrigeais des détails. Et dans les sciences dures, corriger des détails est souvent une manière élégante d'être ignoré. Je travaillais sur les modèles temporels non linéaires bien avant que cela ne redevienne à la mode. Pas le voyage dans le temps tel qu'on l'imagine dans les récits populaires, mais le temps comme matériau fragile. Un milieu? Un fluide soumis à des contraintes morales autant que physiques. Mon problème n'était pas mathématique. Il était humain.
Chaque fois que mes équations semblaient indiquer une possibilité d'intervention, elles montraient aussi une amplification incontrôlable des conséquences. Plus on corrigeait un événement majeur, plus les effets secondaires devenaient imprévisibles. Je n'ai jamais publié ces résultats. Pas par lâcheté. Par responsabilité. Le monde adore les portes ouvertes. Il déteste les panneaux qui disent attention, sol fragile. Je connaissais Locke. Pas intimement. Nous nous croisions lors de colloques obscurs, loin des grandes scènes. Il parlait peu. Il écoutait beaucoup. Et surtout, il posait toujours la même question, quelle que soit la complexité du sujet. À qui cela va servir? Quand il a disparu, j'ai compris qu'il avait franchi une ligne que je n'avais pas osé approcher. Pas une ligne scientifique. Une ligne morale. Des années plus tard, quand Guyet est entrée dans mon bureau pour la première fois, j'ai su immédiatement qu'elle n'était pas une simple archiviste. Les vrais archivistes ont une manière particulière de regarder les objets. Ils ne voient pas seulement ce qu'ils contiennent, mais ce qu'ils retiennent. Elle m'a parlé du mur. Elle m'a parlé du registre. Elle m'a parlé de Bang. Je ne l'ai pas interrompue. J'ai appris très tôt que lorsqu'une personne calme parle longtemps sans se répéter, elle ne cherche pas à convaincre. Elle cherche à transmettre. Je lui ai montré mes calculs. Ceux que je n'avais jamais publiés. Les feuilles jaunies. Les annotations hésitantes. Les équations barrées non parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient trop justes. Elle les a lues en silence. Puis elle a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Vous avez compris avant tout le monde. Vous avez simplement refusé d'être applaudi pour cela. C'était vrai. Et douloureux. Je lui ai expliqué pourquoi le temps ne pouvait pas être traité comme une machine à corriger les erreurs. Chaque tentative d'optimisation globale créait une injustice locale. Chaque amélioration apparente déplaçait la souffrance ailleurs. Elle a hoché la tête. C'est exactement ce que disent les bibliothèques, a-t-elle répondu. Quand les chronos sont apparus dans nos modèles, je ne les ai pas vus comme des monstres. Je les ai vus comme des collègues pressés. Trop pressés. Des scientifiques qui avaient confondu capacité et légitimité. Le soir où ils ont tenté l'extraction, je n'étais pas présent physiquement dans la salle de lecture. Mais j'ai senti la perturbation dans les données. Une oscillation anormale. Un pic d'instabilité. Le temps criait doucement. Quand Guyet est revenue après l'incident, elle avait changé. Pas extérieurement. Intérieurement. Elle avait cessé de chercher une validation scientifique. Elle avait trouvé une certitude éthique. Nous avons parlé longtemps cette nuit-là. De Locke. De Bang. De Luong. De cette étrange équipe que le hasard avait assemblée comme on assemble un système stable à partir de pièces imparfaites. Je lui ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit à personne. La science n'est dangereuse que lorsqu'elle oublie qu'elle est pratiquée par des humains. Elle a souri. Et les humains sont dangereux lorsqu'ils oublient qu'ils sont temporaires, a-t-elle ajouté. Aujourd'hui, je continue à enseigner. Je parle de limites. De précaution. De lenteur. Certains étudiants s'ennuient. D'autres restent. Cela me donne espoir. Je sais que le mur est toujours là. Je sais que le registre respire encore. Et je sais que le futur ne sera jamais parfait. Mais tant que des archivistes, des marchands de thé et des gardiens de nuit continueront à dialoguer avec des professeurs fatigués, le temps restera habitable. Je n'ai jamais été un héros. Je n'ai jamais ouvert de porte. Mais j'ai appris une chose essentielle. Refuser d'agir trop vite est parfois la décision la plus scientifique qui soit. Le masque que je portais. Je n'avais pas de nom, pas au sens où vous l'entendez. Dans notre organisation, les noms étaient des détails superflus. Ils créaient de l'attachement. L'attachement ralentit. Et nous n'avions pas le luxe de la lenteur. On m'appelait Chrono 4. Pas parce que j'étais le quatrième. Parce que j'étais remplaçable. Je n'ai jamais été un tyran. Je n'ai jamais rêvé de domination.
J'étais ingénieur de formation, historien par nécessité et chrono par fatigue. La fatigue de regarder les mêmes catastrophes se répéter dans les archives, toujours expliquées après coup, toujours regrettées trop tard. Quand j'ai rejoint la cellule, on m'a montré des graphiques. Des courbes propres. Des simulations élégantes. On me parlait d'optimisation, de réduction de souffrance globale, de correction minimale pour bénéfice maximal. C'était séduisant. Dangereusement séduisant. On ne commence jamais par vouloir changer l'histoire. On commence par vouloir éviter une seule erreur. Puis une autre. Puis on se persuade que si l'on possède la capacité, refuser d'agir devient une faute morale. Je portais le masque depuis si longtemps que j'avais oublié la sensation de mon propre visage. Le masque n'était pas une armure. C'était une permission. Il m'autorisait à parler au nom d'un futur abstrait, sans avoir à regarder le présent dans les yeux. La première fois que je suis entré dans la salle de lecture, j'ai été déstabilisé. Ce n'était pas un centre de contrôle. Ce n'était pas un laboratoire. C'était calme. Les tables. Les livres. Les lampes. Tout semblait inutilement humain. Je me souviens avoir pensé que c'était précisément pour cela que cet endroit était dangereux. Les lieux tranquilles rendent les décisions difficiles. Nous étions venus pour Bang. La clé humaine. Le vecteur de résonance. Dans nos rapports, il n'était qu'une variable rare. Une condition initiale favorable. Je n'avais pas prévu son regard. Quand il a parlé, calmement, sans défi, sans peur excessive, quelque chose s'est fissuré dans mon raisonnement. Il ne refusait pas par ignorance. Il refusait par compréhension partielle, et cela était pire. Puis il y avait l'archiviste. Guyet. Elle ne s'opposait pas frontalement. Elle ne criait pas. Elle expliquait. Elle parlait comme quelqu'un qui a déjà accepté la complexité du monde. Et cela m'a mis profondément mal à l'aise. Nos modèles n'intégraient pas ce type de résistance. La résistance douce. Quand elle a parlé de dette de conséquence, j'ai reconnu une formule que nous avions volontairement retirée de nos présentations publiques. Elle savait. Pas tout. Mais assez. À cet instant précis, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais osé formuler. Nous n'étions pas les gardiens du temps. Nous étions ses patients les plus impatients. Lorsque l'horloge a sonné, non pour ouvrir une porte mais pour marquer une décision, j'ai senti une honte étrange. Pas écrasante. Une honte utile, comme elle l'avait dit. Celle qui ne détruit pas, mais qui oblige à réviser. Retirer mon masque fut plus difficile que je ne l'avais imaginé. L'air sur mon visage me sembla étranger. Vulnérable. Je m'appelais Henri. Et je n'avais pas sauvé le monde. Depuis ce jour, je lis. Lentement? Les documents que nous avions ignorés. Les notes marginales. Les avertissements formulés avec trop de prudence pour être populaires. Je ne sais pas ce que deviendra la cellule. Je ne sais pas si nous disparaîtrons ou si nous apprendrons. Mais je sais ceci. Le temps ne se laisse pas diriger par ceux qui le regardent de trop loin. Il appartient à ceux qui acceptent de s'y tenir debout, sans masque, avec leurs doutes visibles. Si un jour je retourne dans cette bibliothèque, ce ne sera pas en chrono. Ce sera en lecteur. Et ce sera déjà une correction suffisante. Je n'ai jamais aimé les horloges. Elles font semblant de mesurer quelque chose que personne ne comprend vraiment. Pourtant, pendant plus de 10 ans, j'ai été payé pour écouter l'une d'entre elles. La grande horloge à balancier de la salle de lecture. Mon poste n'était pas glorieux. Gardien de nuit. Veilleur d'ombre et de silence. On croit souvent que garder une bibliothèque consiste à empêcher les voleurs d'entrer. C'est faux. La vraie tâche, c'est d'empêcher le temps de s'enfuir trop vite. Je connaissais chaque bruit de ce bâtiment. Le craquement du bois quand l'humidité changeait. Le souffle du vent dans les conduits. Le froissement presque imperceptible des pages quand l'air circulait mal. Mais le bruit le plus important restait celui du balancier. Tac,
Tac. Il battait comme un cœur ancien, lent, obstiné. Le jour où on m'a demandé d'arrêter l'horloge, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. On ne m'a pas donné d'explication claire. Seulement des ordres polis, trop polis. Quand les ordres deviennent doux, c'est qu'ils cachent quelque chose de dur. C'était CM qui me l'avait demandé. Un homme discret, toujours pressé, mais jamais désordonné. Il parlait peu, mais quand il parlait, on avait l'impression qu'il savait déjà ce que vous alliez répondre. Il m'a dit: « Ce soir, LNG, l'horloge doit se taire. Juste pour un temps. Juste le temps que l'histoire passe. » Je n'ai pas posé de questions. Les gardiens ne posent pas de questions. Ils observent. Ils mémorisent. Quand j'ai arrêté le balancier, j'ai ressenti un malaise étrange. Comme si j'avais posé la main sur l'épaule de quelqu'un qui dormait profondément. Le silence qui a suivi n'était pas un silence normal. Il avait du poids. Les jours suivants, l'institut était nerveux. Des caisses partaient. Des visages disparaissaient. On parlait à voix basse. Les mots changement et transition flottaient partout sans jamais se poser. Et puis il y eut cette femme. Elle n'était pas comme les autres. Je l'ai vue sortir par une porte qui n'existait pas vraiment. À l'époque, je n'aurais pas su expliquer ce que cela signifiait. Aujourd'hui, je sais que le temps m'a laissé voir quelque chose qu'il ne montre pas souvent. Elle avait l'air perdue, mais pas faible. Son regard observait trop vite pour être celui d'une simple employée. Quand elle parlait, elle choisissait ses mots comme on choisit des livres rares. Avec respect. Je me souviens m'être dit: « Celle-là n'est pas ici par hasard. » Quand elle m'a parlé du registre, j'ai senti la loyauté me serrer la poitrine. Pas envers un pays, pas envers un drapeau. Envers une mission mal définie mais profondément enracinée. Protéger ce qui doit l'être, même quand on ne comprend pas pourquoi. Je l'ai aidée. Pas parce qu'elle m'a convaincu. Parce que le silence autour de l'horloge me faisait mal. Plus tard, quand elle est revenue me demander de frapper la cloche, j'ai hésité. Simuler la 7e sonnerie n'était pas un simple geste. C'était une trahison douce. Une désobéissance presque invisible. Mais je connaissais le rythme. Je l'avais écouté chaque jour pendant des années. La 7e sonnerie n'est pas comme les autres. Elle arrive avec une pause légèrement plus longue, comme si le temps lui-même prenait une inspiration avant de continuer. Quand j'ai frappé le marteau à la main, j'ai senti mes bras trembler. Pas de peur. D'importance. 1, 2, 3. Chaque coup me rappelait un soir de veille, une nuit passée à marcher entre les tables vides. Quand le 7e son a résonné, j'ai su que quelque chose s'était ouvert, même si je ne voyais rien. Le bâtiment a respiré différemment. Plus tard encore, des hommes sont venus. Des hommes sans âge précis, avec des yeux qui regardaient à travers moi. Ils m'ont posé des questions sans vraiment attendre de réponse. Je n'ai pas parlé. Non par courage. Par lassitude. À quoi bon expliquer le temps à ceux qui veulent seulement l'utiliser? Quand tout fut terminé, quand l'horloge s'est remise à battre, j'ai pleuré. En silence. Comme un homme qui retrouve un ami qu'il croyait perdu. Je n'ai jamais revu cette femme. Mais parfois, quand la bibliothèque est parfaitement calme, j'entends un léger décalage dans le rythme. Une fraction de seconde qui n'existait pas avant. Alors je souris. Je sais que quelqu'un, quelque part, a compris que garder le temps ne signifie pas le contrôler. Seulement l'écouter assez longtemps pour savoir quand il faut le laisser passer. On m'avait toujours dit que le savoir protège. C'était faux. Le savoir attire. Et parfois, il attire exactement ce qu'il faudrait éviter. Je m'appelais May. J'étais étudiante. Du moins, c'est ce que mes papiers disaient. En réalité, j'étais surtout quelqu'un qui savait lire entre les lignes, écouter sans interrompre et disparaître quand il le fallait. Dans le Hanoï de cette année-là, ces compétences valaient plus qu'un diplôme. Je n'aurais jamais dû rencontrer CM. Je n'aurais jamais dû accepter son paquet.
Et pourtant, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais compris à quel point certaines choses doivent être protégées précisément parce qu'elles sont incompréhensibles. Je l'ai rencontré dans un bureau sans fenêtre, à l'intérieur de l'Institut. Il n'a pas levé la voix. Il n'a pas menacé. Il m'a simplement posé une question étrange. Avez-vous déjà tenu quelque chose sans en connaître la valeur, mais en sentant qu'elle dépassait votre vie entière? Je n'ai pas répondu tout de suite. Il a souri légèrement. Il savait déjà. Le paquet était banal. Un ensemble d'épreuves d'imprimerie. Un album d'images. Rien qui justifie l'attention dans ses mains lorsqu'il me l'a confié. Il m'a donné un mot de passe inutilement poétique, comme s'il voulait être sûr que je m'en souviendrais même dans la peur. La cloche a sonné, mais le hibou dort. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Et c'était voulu. Il m'a dit de rejoindre un café. D'attendre. De remettre le paquet à une personne précise, sauf si quelque chose changeait. Il a insisté sur ce dernier point. Si quelque chose change, vous gardez le paquet. Même si personne ne vient. Même si tout le monde vient. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai appris très tôt que les questions inutiles sont les plus dangereuses. Le dragon d'Anam était bruyant, enfumé, saturé de conversations contradictoires. J'y étais invisible. Une étudiante seule attire moins l'attention qu'un homme pressé. Je sentais pourtant le poids du paquet sur mes genoux comme une présence. Il n'était pas lourd physiquement. Il était lourd autrement. Comme une responsabilité non formulée. Puis elle est arrivée. Elle ne correspondait à aucun de mes scénarios. Trop calme pour être perdue. Trop précise pour être innocente. Elle parlait comme quelqu'un qui avait déjà vécu les conséquences de ses choix, même ceux qu'elle n'avait pas encore faits. Quand elle a prononcé la phrase exacte, le mot de passe, mon cœur s'est serré. Ce n'était pas un soulagement. C'était une confirmation. Elle ne ressemblait pas aux hommes qui nous surveillaient parfois. Elle ne regardait pas autour d'elle avec avidité. Elle regardait comme on lit une carte intérieure. Quand elle a demandé pour l'unité, j'ai compris que le paquet n'était qu'un camouflage. Le véritable objet était caché, intégré, dissimulé au point de devenir invisible même à celui qui le transporte. Je lui ai dit la vérité. Pas toute. Juste assez. Quand elle a couru hors du café, j'ai su que je venais de perdre mon anonymat. Mais aussi que je l'avais échangé contre quelque chose de plus grand. Pas une cause. Une continuité. Les hommes en uniforme ont réagi comme prévu. Trop vite. Trop bruyamment. Ils n'étaient pas faits pour le silence des décisions longues. Je suis restée assise. J'ai bu mon café devenu froid. J'ai attendu que la rue retrouve son rythme. Ce soir-là, je n'ai pas pris le train. Je n'ai remis le paquet à personne. J'ai compris que certaines livraisons ne sont pas des déplacements d'objets, mais des passages de relais. Plus tard, bien plus tard, j'ai entendu des rumeurs. Une archiviste. Une horloge. Une porte qui n'existait pas sur les plans. Je n'ai jamais cherché à vérifier. Quand on comprend trop bien ce qu'on a frôlé, on apprend à respecter la distance. Aujourd'hui encore, quand j'entends une cloche, je m'arrête une seconde de plus que les autres. J'écoute si le silence après le son est intact. Si oui, je continue mon chemin. Sinon, je sais que quelqu'un, quelque part, a de nouveau choisi de porter un poids qu'il n'avait pas demandé. Et je lui souhaite de ne jamais savoir à quel point ce choix